Bonjour à vous voyageurs. Sous les collines paisibles de Buda, il existe des portes qu'on ne doit plus ouvrir. Une ville souterraine faite de galeries murées, de portes condamnées, d'escaliers qui ne mènent nulle part. Et dans cette obscurité chaude, il y a un hôpital secret, une grotte d'eau vive et un labyrinthe hanté, des tunnels qui s'entrecroisent et des légendes qui murmurent encore des noms de sorcières et de rois oubliés. Certains disent même que Dracula aurait laissé une trace dans ses profondeurs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une capitale étrange qui cache bien plus que ce qu'elle ne dévoile. Direction Budapest et ses mystères. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Andrea se balade, un appareil photo à la main, à la recherche de souvenirs, de textures, de traces du passé. Et là, une porte entrebâillée qui semble presque l'appeler. Personne aux alentours, aucun panneau, aucun cadenas. Alors, pourquoi pas oser ? Derrière, un escalier taillé dans la pierre, éclairé par un néon vacillant, évidemment. Andrea descend prudemment, la main glissant sur le mur rocheux suintant d'humidité. En bas, une large pièce, pas abandonnée, non, aménagée, une chaise, une petite table, un porte-manteau et une combinaison de plongée. Attendez, une combinaison de plongée ? Andrea fronce les sourcils. Quelques marches plus loin, sa lampe torche accroche quelque chose, une lueur, un miroitement d'eau. Et là, sous ses yeux, s'ouvre une cavité d'eau claire, vaste, silencieuse, d'un bleu presque irréel. C'est pas une piscine, c'est pas une grotte comme les autres. C'est une grotte thermale engloutie, vivante, une anomalie naturelle aux frontières de l'inexpliqué. Andrea est à l'entrée de Molnarianos, la plus grande grotte thermale sous-marine accessible d'Europe et pourtant presque inconnue. Et c'est là que tout commence. Andrea, c'est peut-être vous. C'est peut-être moi, et nous allons suivre sa piste au détour de ces étranges souterrains. Cette grotte s'appelle Molnarianos, du nom du pharmacien qui fut le premier à la documenter scientifiquement au XIXe siècle. Située sous la colline de Buda, à quelques centaines de mètres du célèbre bain Lukas, elle est reliée au système thermal profond qui alimente les nombreuses sources d'eau chaude de Budapest. L'eau qui s'en écoule est constamment chaude, entre 20 et 28 degrés, riche en minéraux et parfaitement limpide. Alors avant d'aller plus loin, il faut comprendre qu'en fait il y a deux quartiers à Budapest, séparés par le Danube. L'un est Buda, l'autre est Pest, tout simplement. Et la grotte en elle-même se situe très exactement sous les rues du 2e arrondissement de Budapest. C'est un réseau extrêmement complexe, long de près de 6 km et totalement unique. Il est presque entièrement immergé. Un monde sous-marin à part entière, situé entre 100 et 116 mètres sous le niveau de la mer. Il existe au moins 2 accès connus pour les humains, mais l'une des 2 accès est totalement invisible aux yeux du grand public. En fait, c'est pas une grotte qu'on visite, c'est un lieu que l'on atteint, parfois, si l'on sait par où entrer. Elle figure sur la liste indicative de l'UNESCO, preuve de son importance, mais aussi peut-être de sa fragilité. Les eaux qui l'habitent sont étonnantes, elles sont chaudes en provenance des profondeurs, mais à certains endroits aussi froides lorsqu'elles viennent des collines de Buda. Ces 2 flux se croisent, s'équilibrent et s'écoulent ensuite vers les célèbres bains thermaux de Lukas à la surface, comme si la ville se chauffait aux veines de la roche. Et c'est pas une simple cavité, la plus grande salle découverte jusqu'ici fait 86 mètres de long et 27 mètres de large avec 15 mètres de haut. En fait, c'est un peu comme une sorte de grande cathédrale engloutie dans laquelle l'eau amplifie le silence et les échos. C'est un lieu aussi vaste que secret, dont chaque nouvelle plongée révèle un peu plus l'étrangeté. L'entrée se trouve dans un bassin discret, protégé, à l'écart des curieux. Officiellement, seules quelques équipes de plongeurs spéléologues triés sur le volet ont l'autorisation de s'y aventurer. Et même pour eux, l'expédition reste un défi.
Selon le site Wrecked in My Revo, qui consacre un long article à cette grotte, un incident marquant aurait bouleversé l'accès au site. À un moment donné, écrit l'auteur, quelqu'un est décédé en plongeant dans la grotte. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement est intervenu pour réglementer les accès. Dans cet article en particulier, aucune date, aucun nom, aucun détail, rien de vérifiable, mais le plongeur ne serait jamais revenu à la surface. Ce sont peut-être des histoires qui se racontent entre plongeurs professionnels. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'entrée est extrêmement surveillée. Les itinéraires sont balisés par des lignes fixes sous l'eau, donc des lignes que les plongeurs suivent, et chaque plongée se fait en binôme sous guidage strict. C'est une vraie organisation presque militaire. Il y a des briefings complets, des règles de progression, des marqueurs directionnels, et malgré tout, certains passages restent si étroits qu'ils peuvent provoquer des crises de panique. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'au cœur même du système de plongée actuel, il y a un tunnel oublié, vestige d'un projet abandonné. Dans les années 70-80, un plan ambitieux voit le jour. Creuser un tunnel pour relier un bâtiment situé sur la colline, un ancien logement pour ouvriers, au bain thermo Lucas, juste en contrebas. L'idée était de construire en fait un ascenseur depuis le haut de la colline pour descendre directement sous terre, puis traverser le tunnel à pied pour rejoindre les bains. Mais l'ascenseur n'a jamais été construit. Et fait comique s'il n'avait pas été aussi troublant, le tunnel a été percé dans la mauvaise direction. Littéralement. Il pointe même pas vers le bâtiment prévu. On peut encore aujourd'hui s'en rendre compte en comparant la sortie du tunnel avec l'emplacement de l'ancienne bâtisse. Le projet est donc abandonné et le tunnel reste là, inutilisé, oublié. Je vous en mets 2 minutes pour vous dire que cet épisode est sponsorisé par vous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à booster cette vidéo si vous voulez que nos recherches soient un peu plus connues au plus grand nombre. Je ne vous cache pas que l'étrange, le surnaturel, le bizarre, ce n'est pas forcément facile à faire connaître via l'algorithme YouTube. Donc c'est grâce à vous qu'on arrive à avancer. Si au moment où vous regardez la vidéo, il y a moins de 500 vues, sachez que vous pouvez beaucoup faire la différence pour nous, car c'est sur ces 500 premières vues que l'algorithme se base pour savoir s'il doit recommander la vidéo à d'autres personnes. Donc merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà, et n'hésitez pas, si vous aimez cet épisode, à faire de même. Je vous laisse continuer. Jusqu'à ce qu'environ 40 ans plus tard, autour de 2010, les plongeurs découvrent une salle avec une poche d'air, bien plus vaste et confortable pour s'équiper. Mais pour y accéder, il faut transporter tout le matériel à travers un étroit boyau. Ils réalisent alors que cette salle se trouve à moins de 10 mètres de roche du fameux tunnel abandonné. Et puis un jour, la connexion se fait. Un passage apparaît, tout seul. Aucune explosion, aucun forage annoncé. Du jour au lendemain, le lien s'est formé entre le tunnel et la salle. Et les plongeurs l'ont surnommé l'escalier magique. Un accès apparu sans raison, comme si la grotte elle-même avait décidé de les laisser entrer. Et ça aussi, c'est raconté sur le site Wrecked in My Revo, qui est en fait un site de professionnels de la plongée. Ceux qui plongent à Molnarianos n'ont jamais oublié cette coïncidence étrange. Le réseau serpente sous les fondations de la ville, se faufile entre les couches de calcaire et de dolomite et rejoint un système hydrothermal encore mal compris. En surface, rien ne laisse deviner que sous vos pieds se trouve la plus vaste grotte thermale active d'Europe. Et pourtant, l'endroit est bien là. Les plongeurs racontent encore que la grotte semble vivante, que l'eau parfois chante doucement dans les galeries ou qu'un courant chaud se met à pulser sans raison. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, et si un jour la ville pouvait être totalement engloutie? En fait, les légendes l'ont toujours su avant nous. Je pense à la cité 10, par exemple, avalée par les flots, car Budapest repose aussi sur une sorte de mer intérieure, une trame d'eau et de pierre, car Molnarianos n'est pas la seule. Sous la capitale, il y a encore plein d'autres grottes, des labyrinthes, des carrières, des tunnels et des mines dont nous allons parler. À l'est, dans le quartier de Kobania, on peut même plonger à l'intérieur d'anciens bâtiments. Des caves à vin, puis des brasseries et même des usines
aujourd'hui partiellement submergée. Je vous laisse regarder ces quelques images, c'est absolument fascinant. L'eau y serpente entre les piliers de briques et les arches, dans une atmosphère presque irréelle, un monde suspendu, mi-industriel, mi-aquatique. Et en préparant ce script et en regardant ses profondeurs, j'ai pensé à d'autres récits assez lointains, notamment ceux des Yakaruna, les légendes d'Amazonie qui racontent des êtres mi-hommes, mi-esprit, vivant dans des royaumes aquatiques inversés. Des créatures qui, dit-on, observent les humains depuis leur palais de pierre noyé. Mais revenons à Andrea, car la découverte de Molnar János n'était que le début de son périple. Elle aurait pu rebrousser chemin, remonter vers la lumière, garder pour elle le secret de cette grotte chaude et silencieuse. Mais quelque chose l'attirait encore, un murmure dans la pierre, une sensation d'inachevé. En remontant vers la salle d'entrée, Andrea jette un œil vers l'autre issue, le tunnel de droite, un tunnel qu'elle avait ignoré. Sec, plus froid, presque banal. Sauf que les apparences à Budapest sont toujours trompeuses. Andrea avance, et cette fois, ce ne sont pas les eaux qui l'attendent, mais les ombres. Andrea s'engage donc dans le couloir. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vapeur chaude, seulement la pierre sèche, brute, et le bruit de ses pas qui résonnent dans un vide ancien. Ce n'est pas une galerie naturelle, c'est taillé de la main de l'homme. À Budapest, le sol n'est pas un support, c'est un millefeuille d'histoire. Sous les collines de Buda s'étendent des réseaux de caves immenses. Certaines furent utilisées pour conserver le vin, d'autres ont servi d'abri pendant les guerres ou de passage secret entre bâtiments officiels. Et plus on descend, plus les couches se confondent. Les murs changent de couleur, la texture du sol se modifie. Andrea distingue des arches anciennes scellées par des briques neuves, des escaliers qui ne mènent plus nulle part, des marques à la craie, des crânes oubliés. Chaque pas semble traverser un siècle. La ville d'en haut s'étire, calme, mais ici, dans ce labyrinthe souterrain, Budapest respire autrement. Certains soirs, il suffit de suivre une ruelle, de pousser une porte branlante ou de descendre dans un escalier raide pour basculer dans un autre monde. Une vie parallèle s'éveille à la tombée de la nuit. Et à ce moment du script, je vais être très honnête avec vous. Quand je l'ai écrit, un ami de passage à la maison m'a raconté avoir visité un bar souterrain à Budapest. Ce qui, dans une ville gruyère comme Budapest, et nous allons en parler juste après, me semblait absolument logique, avec une sorte d'ambiance à la bar underground de Dublin. J'ai donc commencé mes recherches, et là, plus rien. La vie nocturne de Budapest est pourtant intense et les ruines bars sont bien connues avec leurs néons bricolés, leurs plantes qui tombent du plafond, des murs décrépits, un décor post-apocalyptique absolument génial. Mais les bars en sous-sol, vraiment souterrains, aucune trace fiable. Tous les liens que j'ai trouvés étaient morts, articles retirés, pages effacées, comme si cette mémoire-là avait été volontairement oubliée. Effet Mandela ? Si vous connaissez Budapest, si vous avez un jour descendu un escalier en pierre pour boire un verre dans l'ombre, racontez-moi tout en commentaire. Ces lieux existent peut-être, mais comme beaucoup d'autres choses sous cette ville, ils préfèrent peut-être rester discrets. Mais à Budapest, tout ne mène pas à un verre entre amis. Certaines portes, au bout des couloirs sombres, n'ouvrent pas sur des néons, mais sur des zones gelées dans le temps. Certains lieux, comme l'hôpital de la colline Gellert, semblent prêts à accueillir l'étrange à tout moment. Sous la colline Gellert, un réseau souterrain creusé dans la roche calcaire dort depuis des décennies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on y a installé un hôpital secret, entièrement camouflé, destiné à accueillir les blessés loin des bombardements. Après la guerre, durant la période soviétique, les lieux ont pris une autre dimension. Le site est devenu un bunker capable d'abriter du personnel médical et politique en cas de conflit nucléaire. Aujourd'hui, une partie a été transformée en musée, accessible au public sous le nom de Hospital in the Rock. L'hôpital dans la roche en français, et je ne sais pas prononcer le nom en hongrois, donc je vais vous épargner mes approximations. On y retrouve des salles d'opération reconstituées, des mannequins sous perfusion, des équipements d'époque.
tout est figé, sous une lumière blafarde, comme si l'endroit n'attendait qu'un ordre pour reprendre du service. Et je vous avoue que l'ambiance est particulièrement creepy. Sur le site officiel, on lit « Venez découvrir le vrai visage de la guerre et la valeur de la paix ». Alors effectivement, quand on creuse l'histoire, on comprend un peu mieux. La construction a commencé en 1939, juste avant l'entrée de la Hongrie dans la Seconde Guerre mondiale. Le centre chirurgical d'urgence est opérationnel en 1944. Il accueille tout le monde, civils, soldats, femmes, hommes, sans distinction d'origine ou de religion. Le personnel est réduit, une quarantaine de médecins, d'infirmiers et d'assistants pour faire face à un flot continu de blessés. Et durant le siège de Budapest, entre 1944 et 1945, les conditions deviennent inhumaines. Le système souterrain est relié manuellement aux galeries du château, utilisées depuis des siècles, et on dit qu'elles auraient même autrefois servi de prison. Conçu pour soigner 60 à 70 patients, l'hôpital en accueille parfois plus de 600. Il manque de tout. Les pansements sont recyclés sur les corps, les médicaments viennent à manquer, tout comme la nourriture. Les généraux allemands blessés sont aussi soignés dans une aile à part. Et malgré la guerre, les médecins réussissent à pratiquer des radiographies grâce à un générateur interne. Un luxe que d'autres hôpitaux n'avaient plus. Quand les combats atteignent leur paroxysme, seuls les patients valides quittent les lieux, les autres sont transférés ou laissés dans l'obscurité. Rien que dans la mise en scène, le musée respire les drames qui se sont passés en ces lieux. Mais le public ne voit qu'une portion limitée du site. La visite de l'hôpital touche à sa fin. Les mannequins sont figés, les couloirs immobiles. Mais Andrea remarque quelque chose. Une porte close, encastrée dans la roche, verrouillée par une grille rouillée. Elle ne figure pas sur le plan et personne ne semble vouloir en parler. Le guide détourne le regard. Andrea, elle, s'attarde. Car ici, sous la colline du château de Buda, l'hôpital n'est qu'un fragment. Derrière ces murs, un autre réseau commence. Des caves anciennes, des galeries plus profondes, des tunnels qui, dit-on, reliaient autrefois les différents bâtiments de la ville. Certains parlent même de passages secrets menant jusqu'au Danube ou de chambres hermétiques jamais rouvertes. Andrea franchit un seuil, suit un couloir oublié, descend une volée de marche et quitte le musée pour entrer dans le château d'en dessous, celui que les visiteurs ne voient pas. Andrea est en fait sous le château de Buda, ce château situé sur la colline de Varegi, à l'ouest du Danube. Il abrite de très anciens réseaux souterrains, caves, passages creusés dans la roche, tunnels utilisés au fil des siècles, romains, ottomans, puis pendant la guerre. Et en fait, plusieurs zones souterraines ont été transformées ou murées. Certaines servaient à stocker du vin, d'autres comme abri pendant les bombardements, un silence taillé dans la roche par couches successives. Car depuis des siècles, les rois, les soldats et les conspirateurs se sont réunis ici. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre d'ambiance, je ne peux que vous recommander le film Control, qui est justement un film hongrois sorti en 2003 et qui raconte des histoires dans le métro de Budapest entre réalisme et fantastique absurde. Je vous laisse jeter un coup d'œil si toute cette ambiance vous interpelle. Revenons donc au château. Il repose sur un labyrinthe de tunnels, de caves et de galeries naturelles modifiées à la main. Certains ont été cartographiés, d'autres jamais complètement ou volontairement oubliés. Le réseau souterrain du château et celui de l'hôpital dans la roche, Hospital in the Rock, sont partiellement connectés. Plusieurs témoignages locaux et des guides indiquent qu'il existerait des passages scellés entre les anciens niveaux du château, des abris civils creusés pendant la guerre et des zones hospitalières plus modernes. Des cartes militaires de l'époque soviétique mentionneraient même des connexions tactiques vers d'autres collines de Buda. Alors je me dois de préciser qu'aujourd'hui ces informations révèlent de la rumeur ou de l'urbex, mais sur cette chaîne on sait que bien souvent le secret se déguise en légende. Des plans du XVIIIe siècle évoquent des galeries de fuite creusées pour permettre aux souverains de quitter discrètement la colline en cas de siège. D'autres documents parlent d'objets sacrés enfouis, de chambres cachées où auraient été entreposées des reliques, voire des trésors royaux jamais retrouvés.
Enfin, vous connaissez ce genre d'histoire autour des souterrains sous une grande ville, très souvent accompagnée de légendes étranges et de trésors. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs de ces passages ont été réactivés. Certains servaient de dépôt, d'autres de salles de réunion, dissimulées dans la pierre. Mais beaucoup ont été scellés depuis, et ce qui se retrouve exactement derrière les murs reste non documenté. Aujourd'hui encore, certains guides parlent à voix basse. Il existe sous le château des portes qui ne figurent sur aucun plan officiel et des couloirs qui s'enfoncent sans fin. Des chercheurs locaux, des spéléologues, des passionnés d'histoire s'y sont risqués. Et tous le disent, la topographie officielle ne colle pas. Certains couloirs mesurés disparaissent sans explication. Des zones inaccessibles, même avec autorisation. Et là aussi, si vous aimez les souterrains et que vous êtes par exemple cataphile, on sait très bien que les réseaux sous la ville de Paris sont immenses. Je vais vous afficher une carte à l'écran avec des entrées qui passent leur temps à être murées, disparaître, réapparaître au fur et à mesure, qu'elles sont recreusées ou s'écroulent. On sait que ce genre de souterrain a finalement une géographie variable au cours du temps. Et puis à Budapest, il y a le labyrinthe. Alors officiellement aménagé pour les visiteurs, mais dont l'ambiance semble vouloir nous murmurer autre chose. Une attraction peut-être, mais surtout une mise en scène qui laisse deviner ce que les murs ne peuvent plus dire. Le labyrinthe du château de Buda, c'est une attraction à part. Officiellement, c'est un parcours de 1200 mètres, ouvert aux visiteurs depuis l'Uri-Utka, qui traverse une partie du réseau de caves naturelles et de tunnels artificiels sous la colline. Mais au-delà de l'aspect touristique, il se dégage de ces lieux une ambiance troublante. Ici, la scénographie ne cache pas son goût pour l'étrange. Couloirs obscurs parcourus à la corde, brouillard artificiel, musique lugubre, mannequins costumés et même un prétendu tombeau de Dracula. Une attraction, oui, mais aussi un miroir déformant des peurs anciennes. Des légendes racontent que Vlad Tepes, le fameux véritable Dracula, Vlad l'Empaleur, y aurait été emprisonné au XVe siècle sur ordre du roi Mathias. Les historiens débattent encore de cette affirmation, mais le mythe s'est enraciné dans la pierre. D'autres histoires évoquent des femmes murées vivantes à l'époque ottomane ou encore le fantôme du comte noir qui aurait hanté ces galeries au XIXe siècle. Le labyrinthe oscille ainsi entre reconstitution historique, théâtre de l'étrange et mémoire souterraine, un peu comme les histoires que nous racontons sur cette chaîne. Il fait partie intégrante de la colline du château et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si certains recoins sont scénographiés, d'autres restent plus ambigus. Derrière certaines portes, ce n'est pas un décor, c'est la roche nue et le silence. Andrea commence à manquer d'air. Après des heures dans ce labyrinthe de pierre, entre galeries murées, recoins sans nom et silhouettes croisées dans l'ombre, un besoin vital se fait sentir, remonter, respirer, voir le ciel. Elle longe une paroi humide, remonte un escalier glissant sans la température changer. La lumière revient peu à peu, terne, blafarde. Un soupirail, une grille, un passage dérobé, et soudain, elle débouche dans un parc. Mais quelque chose cloche. Le jour s'est levé, certes, mais la ville semble différente, plus calme, plus ancienne, comme si Budapest n'était plus tout à fait la même. Andrea traverse un parc silencieux, entre les arbres et les allées humides. Là, entre deux rochers, une forme, une arche creusée dans la pierre, presque invisible depuis le chemin. Elle s'approche et ce qu'elle découvre, c'est l'entrée d'un ancien monastère troglodyte creusé dans la colline de Gellert. Ce lieu discret, aujourd'hui appelé Zica Templom, est rattaché à l'ordre des Paulins, le seul ordre religieux né en Hongrie. L'existence de cette grotte est attestée depuis des siècles. Il s'agit à l'origine d'une cavité naturelle creusée par des sources thermales chaudes, tout comme les autres formations géologiques du massif calcaire. On raconte même que des ermites s'y étaient installés au Moyen-Âge, vivant en autarcie dans cette cavité tournée vers le fleuve. Mais c'est au début du XXe siècle que l'endroit prend sa forme actuelle. En 1926, l'ordre religieux des Paulins
ou père de Saint Paul, premier ermite, seul ordre monastique hongrois d'origine, entreprend l'aménagement du lieu en sanctuaire. Inspirés par le sanctuaire de Lourdes, les moines creusent de nouvelles salles dans la roche, installent des vitraux, un chœur, une sacristie, des autels latéraux. Une façade néo-romane est construite devant l'entrée principale, donnant à la chapelle un aspect monumental. Plusieurs récits évoquent des tunnels oubliés qui relieraient la chapelle à d'autres zones de la colline. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée y aurait dissimulé des blessés. Puis, sous le régime communiste, le monastère aurait été muré de force et les religieux arrêtés. Aujourd'hui, certaines parties sont ouvertes au public, d'autres non. Mais si je vous en parle, c'est pas seulement parce que c'est un endroit à l'architecture originale. Au-delà de cette église troglodyte, c'est toute la colline de Gellert elle-même qui semble chargée d'une aura particulière. Cette crête rocheuse, stérile et abrupte, qui surplombe le Danube, fut le théâtre d'un événement sanglant. C'est ici, selon la tradition, que l'évêque Gellert fut assassiné en 1046 lors d'une révolte païenne. Jeté dans le vide depuis la falaise, il aurait été transpercé par des lances et son corps abandonné au rocher. Et cette terre n'est depuis jamais complètement apaisée. Depuis le Moyen-Âge, la colline est associée à des rassemblements nocturnes, des coven de sorcières, des démons pactisant avec le diable, des silhouettes entretenant des rituels oubliés dans les replis des roches. Le site anglophone We Love Budapest indique que, je cite, « des démons et des sorcières en lien avec le diable opèrent ici depuis le Moyen-Âge » et que dans les campagnes hongroises, une expression étrange persiste, « marcher jusqu'à Gellert Hill » qui signifierait non pas une promenade ordinaire, mais avoir pactisé avec le diable. Évidemment, la réalité est probablement plus nuancée, mais les récits et témoignages locaux n'ont jamais vraiment cessé. Des sources thermales mystérieuses jaillissent encore dans la pierre et certains voyageurs affirment avoir aperçu, à la nuit tombée, des lumières mouvantes ou des ombres dansant au sommet de la colline, là où les sentiers se perdent et où on croise normalement plus souvent le vent que les touristes. Et puisque nous glissons dans l'étrange, comme toujours sur la chaîne, suivons Andrea continuer son périple dans cette ville fascinante qu'est Budapest. Certaines histoires ne se retrouvent ni dans les musées ni sur les cartes. Il faut parfois lever les yeux pour les apercevoir. Sur une grande avenue, dans le quartier tranquille de Zuglo, une silhouette attire l'attention des plus observateurs. Au premier étage d'une villa aux allures bourgeoises, un balcon muré abrite une statue de femme, le buste penché vers la rue, le regard figé dans l'attente. Les habitants l'appellent la fiancée de marbre. C'est en hiver, lorsque les arbres perdent leurs feuilles, qu'elle apparaît le plus nettement, immobile, troublante, et avec elle, les légendes commencent. Certaines versions affirment qu'elle représente une jeune épouse morte subitement en recevant la fausse nouvelle de la mort de son mari parti à la guerre. Lorsqu'il revint, miraculeusement vivant, il fit ériger la statue à son image et mura l'entrée du balcon comme pour figer à jamais l'instant de leur séparation. Une autre histoire raconte qu'elle aurait attendu chaque jour le facteur, espérant une lettre du front, et qu'un matin, ce fut un télégramme de deuil qui mit fin à cette attente, à cet exact endroit. L'architecte qui a réalisé cette œuvre s'est inspiré d'une façade que nous connaissons déjà, le palais Jacques Coeur à Bourges, on en a déjà parlé sur la chaîne, et il est lui aussi orné de statues au balcon. Des personnages sculptés observant les passants, en équilibre entre vigilance et secret. Il y a des lieux où les intentions des vivants prennent une autre tournure avec le temps. Malgré son origine banale, cette femme de pierre a fini par incarner la ville tout entière. Mélancolique, secrète, toujours en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Et à la tombée de la nuit, nombreux sont ceux qui, en la croisant, se sentent étrangement épiés. Mais Budapest n'est pas seulement le théâtre de légendes anciennes ou d'apparitions spectrales. Parfois, ce sont les noms mêmes de ces quartiers qui résonnent comme des énigmes. Certaines appellations poétiques cachent des vérités bien plus sombres. À première vue, Angiafold, dans le 13e arrondissement de Budapest, semble n'être qu'un quartier populaire sans histoire. Et pourtant, son nom intrigue. Littéralement,
le chant des anges, Angiafold. Une belle appellation pour un lieu longtemps considéré comme un bastion ouvrier, dense et rugueux. Alors pourquoi ce nom ? Il est intéressant de savoir que les historiens ne sont pas d'accord là-dessus et il y a 3 explications possibles qui sont avancées. Tout d'abord, il y a une origine autrichienne. Le nom viendrait de Stefan Engel, un viticulteur autrichien qui possédait ces terres à la fin du XVIIIe siècle. Son domaine, Engesfeld, le champ d'Engel, aurait été traduit littéralement en hongrois par Angiafold. La deuxième explication est une inversion populaire ironique. Jusqu'au XIXe siècle, la zone aurait été surnommée Ordofold, la terre du diable, en référence à un ancien moulin diabolique près du ruisseau de Rakos, et le peuple aurait transformé son nom en son contraire, la terre des anges. Et puis, il y a la 3e histoire plus sombre, la légende noire des anges disparus. Selon une tradition, Angiafold aurait été le lieu clandestin de nombreuses pratiques médicales controversées au XIXe siècle. Des babaks ou des sages-femmes surnommées faiseuses d'anges y auraient exercé en secret, attirant même des femmes des beaux quartiers. Une manière crue de désigner les fœtus comme de petits anges partis avant d'avoir vécu. Angiafold est un lieu aux multiples strates, vestiges romains, champs de bataille médiévaux, puis épicentre industriel et ouvrier du XXe siècle. Et sous un nom angélique se cache une mémoire douloureuse entre souffrance sociale et légende macabre. Toutes ces anecdotes, ces légendes mêlées à l'histoire, à la réalité, dressent un portrait à la fois romantique et passionnant de Budapest. Une ville où les ombres côtoient la vérité, où la frontière entre le présent et le passé danse pour habiter le quotidien. Chaque recoin semble habité, chaque mur porteur d'un secret. Sous les pavés, des grottes, des tunnels, des souvenirs. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre à l'écran une image des différentes grottes qui existent parce que je n'ai pas pu toutes vous les citer. Et à la surface, des statues qui attendent encore, des murmures oubliés, des noms gravés dans la pierre et l'imaginaire. Je vous avoue que j'ai été totalement fascinée de découvrir cette ville que j'ai commencé à investiguer à travers la grotte du début, Molnár János, et c'est donc la raison pour laquelle j'ai commencé l'épisode par ça. Et puis il y a toute cette beauté, une capacité de raconter 1000 histoires à la fois. Je ne pouvais pas passer à côté de la référence Métro 2033, nous en avons déjà parlé sur la chaîne, un livre puis un film où le métro, les souterrains deviennent le dernier bastion de l'humanité. D'ailleurs, fait étrange, je viens justement de trouver le livre en français, je le cherchais dans une boîte à livres récemment, je vais le lire en entier car j'ai pas encore eu l'occasion. C'est Dmitri Glukovski qui l'a écrit et c'est une référence pour toutes ces ambiances un peu étranges, notamment dans les pays de l'Est, la Russie, mais aussi là, dans le cas de la Hongrie, où on a un moment qui mêle les souterrains, l'étrange, l'humanité et ses recoins, ses secrets. Bref, on en reparlera. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me dire si vous avez été Budapest, si vous avez vu ces différents aspects de cette capitale absolument fascinante. Moi, je vais essayer de retrouver le bouton like que j'ai vu plonger dans l'eau parfaitement limpide de Molnár János. Je vais vous laisser ici et là, comme toujours, des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao, architecturalement. Bonsoir. J'ai pas dit le gros mot. Ah bonsoir. Bienvenue dans la Carrusson naturelle, une émission vraiment très étrange.